Il est 18 h, bonsoir à tous et bienvenue. L'information c'est en continu sur Grand Lille TV. Voici donc un nouveau journal avec l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 3 mai. Et à la une de l'actualité, on revient bien sûr sur le débat hier entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Un débat attendu qui avait plusieurs buts, opposer les programmes des deux candidats, mais aussi éclairer les électeurs les plus indécis. Une autre question était dans toutes les têtes, que vont voter les électeurs du Modem et du Front National? Et ce matin, Pierre Beauvillain et Lucas Tostin se sont rendus à Wattrelos, ville où Marine Le Pen était arrivée en deuxième position au premier tour, avec 28% des suffrages derrière François Hollande. Sur le marché, la quasi-totalité des personnes interrogées ont vu le débat. La plupart l'ont trouvé intéressant, même s'il a peu changé leur avis. Toujours intéressant à regarder la discussion, à condition que ça ne s'envenime pas et puis qu'ils se respectent l'un comme l'autre. J'ai trouvé ça très constructif, malgré des échanges et des pics qui n'avaient rien à voir. On répète toujours les mêmes problèmes et en fin de compte, la solution n'est pas encore arrivée. J'avais déjà une opinion la première fois. Non, ça n'a rien changé. J'étais indécis. J'ai voté blanc sur le premier tour et le deuxième tour, je sais qui votait. Je suis allée au premier tour, mais là, le deuxième tour, non. C'est tout foutais, c'est mensonge, c'est tout pour eux, rien pour les autres. Et ce débat entre les deux candidats à la présidentielle a permis de mettre en avant un des sujets importants de cette campagne, le droit de vote accordé aux résidents étrangers pour les élections locales si François Hollande est élu. Dans la métropole, Mont-Saint-Barreul avait déjà accordé des droits supplémentaires aux étrangers. Le système n'est pas nouveau et date en fait de 1985. Jusqu'en 2001, soit pendant 16 ans, les citoyens étrangers y ont élu 3 délégués municipaux n'ayant pas la nationalité française. Ces 3 délégués avaient des voix consultatives auprès des autres conseillers municipaux, mais pas de réel pouvoir décisionnel. Le maire de l'époque y voyait un enjeu local en termes d'intégration. Et 11 ans plus tard, Charlotte Notteghem, notre reporter, est donc partie à la rencontre de l'adjointe au maire de Mont-Saint-Barreul de l'époque. Ils n'intervenaient pas directement en séance, ça aurait été anormal, illégal je pense. Ils intervenaient s'ils souhaitaient dire quelque chose, le maire suspendait la séance quelques instants. Il y avait concertation hors séance, concertation dans une salle voisine ou autre. Et puis, voilà, une fois le maire pouvait retranscrire ce qui avait été dit, rouvrait la séance et voilà. On ouvre une page sport en football. Très belle opération pour Lille. Hier soir, le LOSC s'est imposé à Nice, 1-0 pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Le but de Tullio Demelo, inscrit dès la 6e minute, a permis à l'équipe de Rudy Garcia d'enchaîner avec une 4e victoire consécutive. De quoi renforcer les ambitions du LOSC qui n'est pas prêt à lâcher son titre. Les Dogs restent 3e du classement, reviennent donc à 5 points seulement de Montpellier et restent à 2 longueurs du Paris Saint-Germain. Le match choc est attendu pour le 13 mai prochain. Ils affronteront le leader Montpellier, mais avant cela, pour la prochaine journée, le LOSC recevra Caen lundi à 19 h, un horaire inhabituel pour cause du second tour de la présidentielle. Également à l'actualité, la police lance un appel à témoins après un accident grave hier soir à Wattignies. Vers 18 h, 2 véhicules sont entrés en collision à l'intersection des rues Victor Hugo et Racine. Il s'agit d'une Peugeot 107 et d'un Renault Scénic. D'après les premiers éléments, on recenserait un blessé grave et un autre léger. La brigade accident recherche donc des témoins de la scène. Vous pouvez les contacter au 03 62 59 83 88. Un véhicule innovant présenté aujourd'hui à Lille. AirProd va peut-être révolutionner le monde automobile car cette voiture fonctionne grâce à l'air comprimé. Ce véhicule aux airs futuristes a été présenté aujourd'hui dans la métropole lors de la journée d'enquête collaborative organisée par un collectif de chercheurs. AirProd semble avoir un avenir prometteur. Destiné à la ville, ce véhicule dans l'air du temps pourra atteindre les 80 km/h maximum avec une autonomie de 130 km. Rechargeable en à peine 2 minutes, AirProd se pilote avec un joystick. Elle devrait être disponible d'ici la fin de l'année pour la modique somme de 7 000 €. Plus d'explications sur le fonctionnement de cette future voiture avec un des fondateurs du projet. C'est un véhicule qui, lorsqu'il roule, est totalement propre. Il ne dégage pas de CO2, quand il roule. Bon, parce que pour produire l'air comprimé, il va falloir utiliser une énergie. Mais si nous utilisons une énergie propre pour comprimer, à ce moment-là, on va être propre. Ensuite, bon, parmi les avantages qu'il a, c'est très économique à réaliser. Et c'est une voiture qui est légère, c'est une voiture qui a
qui a un cycle de vie, une analyse de cycle de vie sans commune mesure avec les véhicules qu'on trouve aujourd'hui. Le musée de la Résistance de Bondieu accueille une exposition sur la Première Guerre mondiale pendant 2 mois. Cette exposition est une initiative de l'association ATB. Elle présente le travail réuni de 6 musées de la région, mais c'est surtout sa conception qui en fait son originalité. 15 malles d'objets personnels sont exposés, racontant ces histoires d'hommes et femmes civils ou militaires engagés dans cette guerre. Ces objets permettent de dresser des portraits différents et évoquent certains aspects du conflit. Pierre Beauvillain a rencontré Bertrand Lecomte, président de l'association ATB, qu'on écoute. C'est aussi tout l'intérêt d'exposition qu'on a réussi à mettre en place avec tous les musées partenaires. Donc c'est de pouvoir présenter en fait à peu près 16 parcours individuels. Donc nous avons des femmes civiles pendant la Première Guerre mondiale, mais civiles occupées par l'armée allemande ou civiles qui ont fui les combats et donc qui restent dans la zone libre. Donc on suit les parcours de femmes, mais c'est aussi suivre des parcours d'hommes, mais aussi des hommes qui étaient soit des civils, soit des militaires engagés dans le camp de l'armée allemande ou dans le camp de l'armée française ou de l'armée britannique ou de l'armée portugaise. Et donc avec tous ces parcours, on peut avoir une histoire plus ou moins globale de la Première Guerre mondiale, à partir de petites entrées concrètes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques secondes pour toutes vos prévisions météo. À tout de suite.